Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille une invitée que j'avais déjà eue en live lors de la semaine de sensibilisation des troubles alimentaires, c'était début juin. Il s'agit de Sacha, elle va bientôt se présenter. Pourquoi j'ai invité Sacha, qui est enseignante en activité physique adaptée? Parce qu'on va vous parler aujourd'hui du sujet du sport, de la relation qu'on peut avoir au sport, notamment quand on a souffert de TCA, notamment d'hyperphagie. Comment faire en fait pour que le sport ce soit plus un outil pour maigrir, perdre du poids? Donc on va beaucoup parler de ça et de comment retrouver une bonne relation au sport de manière générale. J'accueille Sacha. Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, du coup? Ouais. Moi, je suis enseignante en activité physique adaptée depuis 4 ans. 3 ans. 3 ans. Ça suffit, 3 ans. Du coup, moi, à la base, je voulais faire des études. J'étais partie dans l'idée de faire des études de sport et psychologie. J'ai toujours été hyper intéressée par le lien entre le corps et l'esprit, ce qui se passait. Pourquoi est-ce que bouger son corps ça faisait du bien, donc j'avais vraiment envie d'étudier ce lien-là. Et puis en arrivant en STAPS en France, j'ai découvert la filière APA, qui est du coup la filière activité physique adaptée. Donc en fait, on pourrait la vulgariser en filière sport santé un petit peu. Cette approche-là de bienveillance, d'adaptation, elle m'a parlé tout de suite. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc j'ai toujours été très polyvalente, j'ai découvert plein de choses. C'est aussi en découvrant tous ces sports-là que j'ai eu envie d'en faire mon métier. J'ai aussi vécu les TCA, un rapport au corps très compliqué. Le sport a toujours été présent dans ma vie, mais pas avec toujours le même objectif. Pendant un long moment, ça a été un outil de punition et de perte de poids. Donc voilà, l'idée aussi avec mon activité, c'était d'accompagner les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et, euh, et voilà, promouvoir le sport sous un autre angle, un autre prisme que la perte de poids. Avec le prisme du plaisir, de l'amusement, du bien-être, de la rigolade. Parce que très souvent, c'est quand même très très drôle de bouger dans son propre corps. Voilà, un Ouais. peu. Merci beaucoup, merci beaucoup et ouais, du coup, toi, tu as déjà eu une expérience avec, tu as eu une expérience avec les TCA et tu disais justement, quand tu disais le sport pour toi ça a été une punition. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu plus, peut-être de nous raconter? Ouais, en fait, très rapidement, j'ai eu une amie très proche au collège qui a fait une très grosse anorexie mentale, qui a été hospitalisée, etc. Donc j'ai été en contact avec les TCA assez tôt dans ma vie. Euh, En grandissant en tant que femme dans ce monde qui attend de nous d'avoir des corps parfaits, et en plus j'étais dans le milieu du sport. Euh, j'ai développé des TCA assez rapidement, aussi au lycée. Euh, et puis c'est à ce moment-là que du coup le sport est passé d'un outil d'amusement à un outil de modification corporelle, tu vois. Je me suis mis à courir alors que je courais jamais. L'idée c'était de courir le plus longtemps possible. Je traquais tout ce que je mangeais parce que j'étais au lycée, j'étais en section sport. Et on avait des DM nutrition où il fallait qu'on écrive tout ce qu'on mangeait dans la journée, qu'on calcule nos calories. C'est vraiment la pire chose à faire à des adolescents. Mmh. C'est vraiment genre, voilà, c'était pour apprendre les bases de la nutrition. Enfin, horrible. Ouais. Horrible, surtout dans ce milieu-là. Donc voilà, je me rappelle calculer, regarder combien une heure de course à pied ça faisait, dépenser en calories, et je devais pas manger plus que ça dans la journée. Enfin, c'était vraiment. Je pense qu'il y a des périodes où je mangeais moins de 1000 calories par jour, tu vois.
Voilà. Le sport, à ce moment-là, a été un outil vraiment de punition, de modification corporelle. Et puis, c'est aussi des moments où on pense qu'on est en contrôle, du coup, parce on décide ce qu'on fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai beaucoup couru. Mais c'était pas du tout un plaisir, quoi. Je me rappelle être angoissée à chaque fois que je m'arrête, qu'on me voit, que je cours pas, tu vois. Enfin, c'était vraiment tout sauf une source de plaisir, cette période-là. Et puis après être sortie de tout ce qui est restriction cognitive, je suis plutôt passée de l'autre côté, comme beaucoup de monde, avec des compulsions alimentaires. C'est à ce moment-là que j'ai vu un psy. Enfin bref, on a fait plein de trucs pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais du coup, D'accord. le sport après a été plutôt un outil de compensation pour pas qu'on voit que les accès hyperphagiques que j'avais. Enfin, du coup, vu que je compensais beaucoup, on était plutôt sur de la boulimie, mais voilà. Donc voilà, j'ai traversé un peu tout ça. Une grosse fenêtre de, je dirais, entre 4 et 6 ans, tu vois. Et donc en sortant de tout ça, j'ai vite compris qu'il fallait que je me dirige. J'ai vite ressenti dans mon propre corps qu'il fallait que j'arrête de me détester. C'était aussi le moment de l'émergence du body positive, tu vois, je dirais 2016-2017 sur les réseaux, qui m'a montré une nouvelle manière de voir les choses aussi, qu'en fait on n'était pas obligé de détester son corps, quoi. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai aussi décidé de reprendre, enfin de tester des nouveaux sports parce que j'avais envie de tester et parce que j'avais envie de m'amuser. Donc à ce moment-là, j'ai découvert le water polo notamment, le volley, le rugby, enfin j'ai fait plein de choses de différents avec mon corps. C'est pas ça qui a guéri mes TCA bien évidemment, mais en tout cas mon rapport au sport a rechangé à ce moment-là. Ça t'a aidé, ouais, Ouais. à faire la paix avec le sport? Ouais, bah il y a toujours, tu sais, il y a toujours des sensations hyper post-traumatiques de quand je me pousse trop, mon corps il est en mode oula, on se calme. Je retrouve que maintenant, aujourd'hui, presque 10 ans après le début de mes TCA, un rapport assez sain avec l'intensité, la compétition, tu vois, aller chercher mes limites et tout. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 2 3 ans. Aujourd'hui, oui, mais du coup, voilà, l'idée c'était aussi, quand j'ai découvert de nouveaux sports, c'était de retrouver en fait juste du kiff, quoi. Donc voilà, un petit peu. Et c'est ce dont on va parler justement aujourd'hui, hein, Oui, comment retrouver du kiff, ouais. après des années de TCA ou de régime, Mm. effectivement, ça me parle énormément en tout cas ce que tu racontes, ton témoignage. Bah, moi aussi, hein, le sport à un moment, pendant très longtemps, ça a été quelque chose, un outil de perte de poids et un truc très, bah, oui, le truc pour compenser quoi, Mm. pour maîtriser, contrôler le corps, tous ces Ouais. mots que j'aime pas trop. Donc, en fait, peut-être ma première question pour toi, c'est ouais, pourquoi le sport, même si j'ai déjà un élément de réponse et je pense que les personnes qui nous écoutent vont avoir, une réponse aussi, mais comment ça se fait que le sport, c'est systématiquement associé à la perte de poids? On voit de plus en plus Ouais. ça, en fait, notamment, ouais, je trouve qu'on voit vachement plus de coachs sportifs spécialisés, perte de poids. Mm. Et ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Mais déjà, sur les réseaux sociaux, il y a une sorte d'omniprésence des coachs sportifs du fit game, tu vois. Ouais. Je pense que ça dépend aussi vachement des formations. Notamment pour être coach sportif, la formation de base, c'est un BPGEPS. Je pense que ça dépend vachement de ces formations-là, mais c'est surtout parce que ça vend, en fait. Ouais. Tu vois. Mmh. Moi, la réponse principale que j'ai envie de te donner, c'est qu'en fait, la grossophobie fait que les gens ont envie de maigrir. Et du coup, un des meilleurs moyens pour se faire du bif, c'est de dire aux gens que grâce à toi, tu vas maigrir, quoi. Mmh. C'est horrible, hein. Ah non, mais La la réponse est thune! vraiment horrible, hein. La thune! Mais c'est vraiment, je pense, l'élément principal, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que la grossophobie, elle existe encore aujourd'hui? Parce que ça rapporte de la thune, quoi. Mais ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec plusieurs coachs, sportifs. J'en vois notamment, qui vont aller critiquer
la grossophobie en ligne, tu vois, qui vont reprendre des commentaires, des Ouais. vidéos grossophobes en disant oui, c'est inadmissible. Puis quand je lis leur bio sur Insta, ces fameux coachs, ben je vois coach perte de gras, je t'aide à perdre du poids, etc. Et je me dis mais c'est contradictoire du coup. Comment on peut dénoncer la grossophobie et être coach perte de poids? Je veux dire, encore une fois, quand on parle de ça, hein, je tiens à préciser quand même qu'on on n'est pas contre les personnes qui veulent perdre du poids, c'est pas ça le truc, mais c'est complètement contradictoire. Et du coup, quand je demande à ces personnes, mais tiens, mais du coup, je sais pas, pourquoi tu mets ça dans ta bio? Pourquoi, Ouais. si tu comptes, tu aides je sais pas, les femmes, les hommes à être en meilleure santé ou à se sentir bien dans leur corps, etc. Pourquoi perdre de poids? Et pourquoi Mm. aussi dénoncer la grossophobie? Enfin bref, complètement absurde quoi. Mais parce que, bah, comme tu dis, c'est ce qui fait vendre énormément aujourd'hui. Exactement. Les personnes, il y a une promesse d'un résultat visible et puis, comme on a, de toute façon la pression pour être super mince, bah, si tu te dis être coach sportif pour le bien-être des femmes, ça a beaucoup moins marché que si tu dis coach sportif pour la perte de poids. Mm. On est d'accord? Perte de poids post-grossesse. Ah, Oh non, c'est vraiment pire. horrible. Ah non, mais c'est les pires. Mais ouais, Mmh. Et puis, il y a un peu. Enfin, c'est ce double standard-là des gens qui commencent à dénoncer la grossophobie. C'est ouais, c'est pas bien de se foutre de la gueule des gros, ils font tout ce qu'ils peuvent pour maigrir, quoi. Et je suis en mode, Oh non, non. non, c'est. On fait pas ça. Mais oui, c'est compliqué. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand t'as un discours comme le mien, les gens pensent que tu fais la promotion de l'obésité, tu vois. Oui. T'es en mode ouais, mais si tu dis ça, ça veut dire que t'encourages les gens à être gros. Non, non, j'encourage juste les gens à bouger, peu importe le corps qu'ils ont. Parce que oui, peut-être que diminuer son niveau de sédentarité, augmenter son niveau d'activité physique, ça va faire maigrir certaines personnes, peut-être. Mais en fait, ce que je dis, c'est que c'est juste pas la condition première, quoi. Ouais. Sauf que avoir un discours nuancé comme celui-là, ben on en revient à ce qu'on disait juste avant, ça rapporte pas de thunes parce que en fait les gens qui viennent te voir, enfin ça rapporte pas de thunes, ça rapporte moins de thunes, mais les gens qui viennent te voir c'est des gens qui ont déjà déconstruit un peu ça et donc du coup c'est plus rare. Voilà. Mmh. Ça me fait penser du coup, à un événement très récent là, je crois que c'était hier ou avant-hier que j'étais tombée sur une vidéo, d'un coach qui, reprenait une de tes vidéos Mm, ou une vidéo où toi tu montrais ce à quoi ressemble, un corps, enfin on n'est pas obligé d'avoir, un corps, super skinny, super fit pour être sportive ou en bonne santé ouais. et justement j'aime bien, ton contenu pour ça où tu montrais, bah, voilà à quoi ressemble mon corps, assise et on a besoin de plus de représentation d'un corps, «normal» entre guillemets, enfin, juste, voilà, pas que les corps parfaits, d'Instagram et ce coach qui reprend ta vidéo et qui croit savoir, ton état de santé ou, Ouais, c'est ça le c'est pire. ouais, c'est ça. C'est qu'ils associent une condition physique à un corps. Ouais. Ils associent la santé à un corps et en mode leurs yeux c'est un IRM quoi. Enfin Mmh. c'est c'est assez épuisant. Et puis même s'ils essayent d'avoir un discours assez nuancé en disant oui mais même si tu fais du sport t'es quand même en surpoids, il y a des risques, machin, nanani nanana. Mmh. Déjà c'est une vision tellement pauvre je dirais Mmh. scientifiquement dans le sens où en fait la santé, c'est pas que des facteurs de risque. Il y en a, mais c'est pas que ça. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Et puis c'est des gens qui connaissent pas les dangers des TCA aussi. C'est-à-dire que en fait, enfin, vaut mieux bouffer une pizza que choper un TCA, quoi, si je peux Mmh. me permettre de le dire comme ça. C'est fatigant parce que ça continue de stigmatiser certains corps. Euh, et puis c'est hyper classiste aussi. C'est-à-dire Ouais. que il faudrait qu'on compte toutes les calories de tous les repas, qu'il faudrait que on fasse 15 000 pas par jour. Enfin, tu vois, c'est tous des trucs un peu. Si t'es en surpoids, il faudrait que tu fasses tout ça pour ne plus l'être. Bah non, en fait, mon corps il est juste comme ça. Mon corps il est en bonne santé dans cet état-là. Et c'est le genre de gens qui t'accusent de pas avoir de nuances mais qui n'en ont pas eux-mêmes.
tu vois. Mmh. Oui et déjà il y a le «il faudrait que», Ouais. ou comme on en parlait tout à l'heure, les personnes grosses sont forcément, en train de tout essayer pour perdre du poids. Alors, je pense que oui, il y en a quand même beaucoup, hein, Mmh. qui font tout pour perdre du poids, mais c'est vraiment pour moi le premier problème, c'est ça, c'est tu es automatiquement considéré comme étant en projet perte de poids, si tu as pas un Ouais, certain type de corps. de C'est ouf. assez fatigant. Ouais. Mais deuxième problème aussi, quand j'entends tous les discours, oui, déficit calorique, faire du sport et tout ça, faire les 10 000 pas par jour et gna gna la question c'est est-ce que ça marche vraiment? Enfin, est-ce que ça fonctionne, Mmh. sur le long terme, en fait? C'est ça la vraie question parce que j'en parlais dans un précédent épisode de podcast sur le déficit calorique. Hem, oui, techniquement, un déficit calorique, n'importe quel type de méthode, un régime, ça fait perdre du poids. Mais après, enfin, ces personnes-là, en fait, on parle encore de ces Jean-Michel Coach, c'est les premiers à dire: «Ouais, la loi de la thermodynamique, c'est mathématique et cetera et c'est comme ça et c'est pas autrement». Mais en fait, qu'est-ce qui se passe après? Tu vois? C'est donc ma question pour toi peut-être c'est est-ce que le sport de toute façon ça fait maigrir de façon durable, tu vois? Enfin, Ben, il y a plusieurs réponses, je pense, à cette question. Bah, déjà, comme tu viens de le dire, ça dépend de ton alimentation à côté. Et puis, si on parle juste, enfin, il y a des changements de composition corporelle. Donc, tu peux en fait avoir perdre du gras, prendre de la masse musculaire, mais du coup, bah, la balance elle bouge pas parce que bah, en fait, ta composition corporelle elle est en train de changer. On parle aussi, il y a tout ce qui est la densité osseuse. Plus tu fais du sport, plus tes os ils sont stimulés, il y a des impacts et donc du coup ta densité osseuse elle s'améliore. Il y a tellement de choses, il y a la rétention d'eau, il y a tellement de choses qui jouent sur le poids. En fait, le poids, c'est une sorte de résultat, mais avant, il y a tellement de variables qui font que, bah, en fait, c'est pas toujours un indicateur intéressant. Et puis, ça dépend aussi des personnes. On parle peu, je trouve, du concept d'adaptation métabolique, mais chez des personnes qui ont beaucoup fait le yo-yo, qui ont pris du poids, beaucoup fait de régime, les mécanismes lipidiques qui changent énormément dans le corps. Il y a plein de choses qui fonctionnent plus, entre guillemets, mmh, normalement, entre gros guillemets. Hein. Mais du coup, le phénomène d'adaptation métabolique, c'est que, en fait, quand tu vas faire du sport ou une activité plus élevée que d'habitude, et bah ton corps, ça génère un stress et donc il va diminuer les dépenses du métabolisme de base, donc toutes les dépenses qui sont liées à la digestion, au fonctionnement des cellules, à tout ce qui se passe dans notre corps, juste pour être en vie en fait. Il va diminuer ce truc-là pour pouvoir compenser la dépense énergétique qu'il y a eu, et du coup la dépense énergétique totale sur la journée reste la même. Et ça c'est un phénomène qui est beaucoup plus visible chez les personnes qui ont fait le yo-yo et qui n'ont pas eu de poids stable. Euh, et donc, du coup, ce qui peut expliquer aussi que bah, tu fais du sport, mais y a rien qui bouge, quoi. C'est aussi, il y a certains biais dans les études, hein, mais cette adaptation métabolique-là, elle fonctionne beaucoup sur quand il y a des pics de dépenses hyper anormaux. Genre, par exemple, moi, ça me fait penser à des gens, tu vois, qui vont essayer de compenser un repas. Bah, ça va ouais, pas marcher. Parce que ton mmh. corps, il va interpréter ça comme un stress, et donc, du coup, il va compenser avec le reste. D'où l'inintérêt d'essayer de compenser une prise alimentaire par une dépense énergétique élevée et anormale. Voilà, donc en fait le poids Mmh. c'est un résultat de plein de variables avant, et si tu gères pas les variables avant, prendre que le poids en compte ça sert complètement à rien quoi. Oui, il faut pas oublier que notre corps, en fait, il est à la base, lui, il est programmé pour survivre. Donc en fait, tout ce qu'on fait en termes de régime, programme sportif pour maigrir et cetera, lui, il comprend pas, enfin, lui, ce qu'il voit, c'est: «OK, je m'adapte, en fait. Je Ouais. m'adapte, je survis», et on a tendance un peu à l'oublier. Et puis les Mmh. personnes qui ont fait le yo-yo et donc qui sont souvent des personnes grosses aujourd'hui, c'est des personnes qui se sont affamées. Mais on se rend pas compte, je pense. Il y a des gens qui se rendent même pas compte, les personnes minces, qui n'ont jamais fait de régime de leur vie ou qui ont fait des rééquilibrages alimentaires ou qui suivent des plans alimentaires de leur coach. Ils ont jamais vraiment été en restriction intense.
on se rend pas compte de la détresse que c'est. Et surtout, on se rend pas compte des impacts que ça a corporellement. Le corps, la mémoire, c'est un stress tellement énorme que derrière, le corps, il met des années à s'en remettre, quoi. Enfin, c'est... Même juste émotionnellement, que ce soit... Enfin, les deux, quoi. C'est un stress qui est énorme sur le corps, et donc, du coup voilà, c'est pour ça qu'essayer de compenser un apport alimentaire par une activité physique, c'est Mmh. contre-productif, je dirais, Ouais. et même dangereux. J'irais Mmh. peut-être là. Ah oui, non, mais clairement, c'est une catastrophe, et c'est à cause de c'est en partie à cause de ça. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ont ce rapport, conflictuel, compliqué avec, le Ouais. sport, quoi. Mm. Et voilà, et plein de personnes, vont culpabiliser d'ailleurs, si elles font un programme à base de régime et sport, de voir que le poids a pas bougé comme elles le voulaient. Mm. Et il y a vraiment, je pense, chez beaucoup de personnes, ce discours de: «Bah, du coup, ça a servi à rien. Ouais, Mes séances, mon programme sportif n'a ouais. servi à rien». Et ça aussi, ça contribue à Ben, en ouais, soi, si on analyse que via leur objectif de perdre du poids, oui, ça n'a servi à rien. c'est ça. Mmh. Si on reste dans cette logique-là. Mais c'est aussi, c'est pour ça un peu qu'on fait cet épisode aujourd'hui, c'est que on a envie de mettre en avant les autres bienfaits de Tout à fait. l'activité physique. C'est aussi important pour beaucoup de personnes de différencier le sport de l'activité physique. Mmh. Parce que souvent, le sport, on s'imagine un truc de compétition où il faut transpirer, où il faut en chier, où il faut gagner, où il faut être meilleur que les autres, où il faut progresser, enfin, tu vois, tout ça. Le sport, c'est une activité physique qui est réglementée et qui a pour but souvent de gagner. L'activité physique, c'est juste le fait de bouger son corps via les muscles squelettiques. Parce qu'on a aussi des muscles dans notre corps qui bougent, mais l'idée c'est de bouger son corps grâce aux muscles squelettiques. Donc l'activité physique, ça peut être... c'est tout ce qui implique le mouvement de votre corps. C'est étendre le linge, faire son lit, marcher, jardiner, courir, monter les escaliers, porter ses courses, faire ses courses, enfin, tout ça, ça fait partie de l'activité physique. Dans l'activité physique, il y a différentes catégories. Donc, il y a les activités physiques domestiques, comme le ménage, les courses, la cuisine, machin, tout ça. Il y a les activités physiques professionnelles. Il y a des gens qui, au travail, sont en mouvement. Il y a les activités physiques sportives. Enfin, voilà, il y a différentes catégories qui sont liées à différents contextes, en vrai, de mouvement. Mais c'est important quand on a toujours vécu du sport de manière un peu traumatique, que ce soit à l'école, que ce soit en groupe, que ce soit n'importe où. Il y a beaucoup de personnes qui, à chaque fois qu'elles ont essayé de faire du sport, ont été jugées ou humiliées. C'est important en fait, de savoir qu'il existe d'autres manières de bouger et qu'on n'est pas obligé d'aller à la salle et de se buter devant 30 personnes qui te regardent transpirer et tu te sens pas bien et puis il y a trop de bruit, puis il y a trop de gens et puis la prof elle t'a dit qu'il fallait perdre ta cellulite, enfin voilà, genre il y a tellement de manières de pratiquer en dehors des environnements dans lesquels beaucoup de personnes se sentent pas en sécurité, quoi, en fait. Mmh. Et oui, oui, non, mais je trouve ça super important là de rappeler en fait la différence entre bouger son corps de plein de façons différentes comme tu viens de citer Mm. et l'extrême qui est, ouais, faire du sport de manière punitive, en mode no pain no gain, ouais. Ouais, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des sports qui sont pas bienveillants, tu vois. Mmh. C'est juste que pour certaines personnes, il faut d'abord sortir de ce contexte-là de la performance pour ensuite pouvoir y retourner. Mmh. Parce que souvent, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est des personnes qui ont utilisé le sport ou l'activité physique comme moyen de punition ou de compensation. Et il faut sortir d'abord de ce cercle vicieux-là pour pouvoir en fait redécouvrir le mouvement parce que tu as envie de bouger, tout simplement, avant de te relancer dans un truc de et ben là j'aime tellement ce truc-là que j'ai envie de suivre un entraînement pour progresser dans ce truc-là, tu vois. Ouais. Voilà. Et ouais, et d'ailleurs, j'ai envie de qu'on rappelle aussi peut-être,
Là, on a rappelé les différentes façons de bouger finalement. Ouais. Et est-ce qu'on peut rappeler aussi, comment le sport il améliore notre santé, Mmh. même, s'il y a pas de perte de poids visible? Et ben, il y a tellement de il y a tellement de sphères. Je dirais qu'il y a 3 grosses sphères différentes. Il y a la sphère physique, la sphère émotionnelle ou psychologique et la sphère sociale. Et c'est un peu les 3, enfin, c'est les 3 grands axes de la santé aussi. La santé, c'est un état de bien-être global, de santé mentale, physique et sociale, qui ne résulte pas que en l'absence de maladie. Et donc du coup, le sport ou l'activité physique peut influer sur ces 3 sphères-là. D'abord d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue psychologique parce que il y a plein de manières, mais il y a la régulation de l'humeur, il y a le fait que tu peux te défouler, et donc du coup c'est un moment pour toi aussi. Mmh. Il y a le principe d'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est quand tu te rends compte que tu es capable de faire des choses, Mmh. et donc du coup ça joue aussi sur ton estime de toi. Dans tout ce qui est régulation des humeurs, il y a les sécrétions hormonales et notamment les endorphines en fin de séance. Mmh. Euh, Ça fait plein de trucs là-haut qui permet à ton cerveau de mieux réguler les humeurs quand il y en a. Ça te calme aussi, ça t'apaise. D'un point de vue physique, bah, ça permet à ton cœur de mieux s'entraîner à pomper le sang et donc à ton corps aussi de mieux capter l'oxygène. La captation de l'oxygène, c'est la VO2 max. Donc ça améliore ta VO2 max, ça améliore du coup la capacité de tes tissus d'absorber l'oxygène et de l'utiliser. Ça améliore tes fonctionnements, ton fonctionnement de la glycémie notamment. Mmh. Pendant que tu fais du sport, tes muscles ils ont plus besoin. En gros, tes muscles ils ont plus besoin d'insuline pour utiliser le sucre. Donc du coup, ça vient vachement aussi aider les personnes qui ont un diabète à réguler la glycémie. Ça améliore tes capacités respiratoires, la capacité de tes poumons à venir capter de l'oxygène. Bon, il y a plein de trucs quoi. Si tu pratiques en groupe, bah, ça améliore ta sphère sociale, ça te permet de créer du lien, ça permet d'être en lien. Le fait de raconter aux autres que tu fais du sport, ça te permet aussi de te sentir mieux, de créer du lien sur ces choses-là. Qu'est-ce qui me vient d'autre en tête là? Il y a tellement de Il choses y a en plein de fait, choses. Ça tellement améliore ta d'infos. digestion, ça permet Ouais. à ton corps de mieux digérer. Ça améliore ta masse musculaire, ta densité osseuse. Voilà quoi. Mais il y a tellement de choses C'est qu'on bien. oublie, en fait. Et Mm. quand on a cette vision du sport où on fait croire aux personnes grosses ou à tout le monde, hein, à tout le monde que, faire sa séance de sport, faire son programme de sport ou faire peu importe quelle activité physique, finalement même les 10 000 pas par jour, tu vois? Mm. Quand on axe le truc sur: «Faut que ça fasse perdre du poids, sinon en gros c'est inutile», je caricature un peu, mais enfin c'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. Bah, du coup, en fait, on se prive de tous ces bénéfices-là, du mouvement du corps en général. On oublie Mm. tous ces bénéfices-là, tous ces bienfaits-là Ouais. et c'est tellement dommage et on se déconnecte, je trouve, encore plus de nos corps, finalement. Juste, on parlait de performance tout à l'heure, mais en fait, c'est OK d'être dans la performance. Enfin, je veux dire, c'est OK de vouloir faire une perf, voilà, en termes de poids soulevé ou de temps réalisé et cetera. Mais mais en fait, oui, comme tu disais, il y a certaines personnes, qui doivent en sortir de cette performance-là Mm. et se reconnecter à leur corps, se reconnecter aux bienfaits du Mm. sport. Et puis aux envies vraiment intrinsèques de leur corps quoi. Parce qu'en fait, c'est très bien. Enfin, moi, je suis la première à vanter les bienfaits de la muscu, notamment de l'exercice de résistance. Euh, mais en fait, si tu kiffes pas, tu vas pas aller très loin. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de. Ben, si c'est des personnes qui savent pas ce qu'elles aiment faire, c'est d'aller tester des trucs, quoi. Peu importe ce que tu as envie de tester, que ce soit l'aviron, la danse de salon, j'en sais rien, moi. Peu importe, l'idée c'est vraiment de trouver un truc qui nous plaît. Et du coup, moi je dis souvent si tu kiffes pas ton truc entre 60 à 70% du temps, t'arriveras pas à te motiver pour les 40-30
autres pourcents qui restent où t'es fatigué, où t'as la flemme, où t'as pas envie, tu vois. Mais oui. Et c'est ça qui rend une pratique pérenne. Et souvent, enfin, moi, souvent, les personnes que je vois les premières fois et tout, on discute beaucoup de leur rapport au corps et tout. Elles me disent, ouais, mais moi, je suis pas motivée, j'aime pas le sport et tout, machin. Je sais pas comment les gens ils font pour aller à la salle tout le temps. Je leur dis, mais le secret, il est juste là, c'est le plaisir. Moi, je connais des gens, c'est des sportifs de haut niveau. Il y a qu'un truc qu'ils aiment faire, c'est leur sport. Le reste des sports, ils aiment pas ça. Tu sais, mais c'est vraiment ce truc-là Ouais. en fait, moi j'ai ma sœur qui joue au basket, qui fait que ça. Je, je ne pourrais jamais aller la faire courir si ce n'est pas dans l'objectif de s'améliorer sur le terrain, tu vois. Il y a qu'un truc qu'elle kiffe, c'est ça. Et en fait, tu peux kiffer un sport comme tu peux kiffer le tricot. Enfin, il faut aussi arriver à prendre ça en tête dans le sens où l'activité physique, ça reste une activité. Ouais. Et les gens voient souvent ça à une tâche à cocher, tu vois, dans leur to-do list. Mais en Mm. fait, c'est aussi une manière de passer ton temps. C'est une Mm. manière de t'occuper. De t'évader, de te Ouais, défouler des fois ou de voilà, décompresser et non, c'est comme tu dis, non, c'est pas une case à cocher, c'est une exactement. activité. Ouais. Et ça, c'est vraiment un des trucs principaux à déconstruire chez les personnes que j'accompagne ou chez les personnes qui ont une relation au sport qui est complètement erronée. C'est vraiment ce truc-là de, en fait, c'est pas une punition, c'est pas un truc à faire, c'est un truc qu'on a envie de faire et c'est une activité. Et c'est une manière de passer son temps, c'est une manière de se faire du bien, c'est une manière de s'amuser, Et j'ai c'est envie de dire ça quoi. comme plein de choses dans la vie finalement et Oui, ça rejoint l'alimentation. L'alimentation quand, il y a pas de plaisir, quand c'est pas pratique, quand c'est contraignant, ce n'est pas durable. bah oui, Ça ne marche pas et absolument. on est en recherche de plaisir et de satisfaction dans tout ce qu'on fait dans la vie, je pense, donc c'est important de se rappeler de pourquoi, pourquoi on fait telle ou telle chose finalement, Mm, ça dans plein de domaines, hein, pourquoi je fais ce travail? Est-ce que ce travail m'apporte satisfaction par exemple? mm. Pourquoi je mange ce plat? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Pourquoi je fais cette activité? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Ou est-ce que je le fais par obligation sociale, pression et cetera, pour manger healthy, pour faire le bon truc? Et je pense que quand on se pose cette question vraiment, vraiment en étant honnête avec soi-même, on peut résoudre pas mal de soucis dans la vie. Alors pas tous, mais on peut Pas résoudre quand même tous. pas mal de problèmes. Ouais. Et puis voilà, c'est important aussi, comme je l'ai dit juste avant, de se dire c'est ok que ce soit pas tout le temps du plaisir. Euh, mais il faut quand même que ce soit le moteur principal de la mise en mouvement, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et ouais, ouais, je trouve que ça, c'est et pour moi, tu vois, c'est vraiment le fondement de la diet culture, de toute cette industrie de la minceur. Mm. Elle tourne grâce à ça, grâce à cette déconnexion du plaisir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Cette déconnexion du plaisir alimentaire et déconnexion du plaisir de bouger son corps. Ça tourne parce que c'est pas durable. Le fondement même du truc, c'est que c'est punitif, c'est contraignant et du coup, ça ne dure pas, on peut jamais mm. de durer sur le long terme, Mais tenir un ça, truc comme ça sur le long ouais. terme. Mais ça entretient quand même cet espoir d'y arriver à un moment donné, quoi. C'est ça, parce que ça marche quand même temporairement. Ouais, On va perdre drastiquement, souvent d'ailleurs rapidement du poids grâce à ce genre de méthode ouais. et ensuite, comme il y a des adaptations biologiques dont on parlait au début de l'épisode, du coup, on reprend tout, on fait des compulsions carrément Mm. et c'est un cercle vicieux et je pense que vraiment la clé pour en sortir, que ce soit avec le sport ou l'alimentation, c'est, ouais, renouer avec le plaisir, hein, clairement, hein. Donc ça va faire partie peut-être c'est peut-être la prochaine question que je vais te poser Vas-y. d'ailleurs. Par quoi commencer finalement quand on voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont dans ce cas et qui ont perdu le plaisir de faire une activité, de bouger leur corps, quoi. Donc par où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on est obligé d'aimer le sport pour bouger? Enfin, comment on fait en fait finalement? Je dirais qu'il y a deux portes d'entrée, le jeu et la compréhension. Ouais. Le jeu, parce que en fait, quand tu donnes un ballon à quelqu'un, ben, enfin, tu vois, c'est tout de suite, ah, bah, qu'est-ce qu'on fait avec le ballon? On le lance, on saute, on machin et tout. Et la compréhension pour comprendre son corps et comment il fonctionne et comment il bouge. C'est les deux gros vecteurs, moi, que j'utilise. Ça dépend les profils, ça dépend
la personne que j'ai en face de moi. Je commence souvent par la compréhension quand même, parce que y a beaucoup de personnes qui ont peur de bouger. La peur du mouvement, c'est la kinésiophobie. Donc c'est des gens qui... c'est quelque chose qui est très présent chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, mais pas que. Chez des personnes qui n'ont pas bougé depuis longtemps et qui entendent en permanence le poids, ça abîme vos articulations, ça vous fait mal au dos, et nanani, nanana. Donc en fait, elles ont l'impression que si elles se mettent en mouvement, elles vont se faire encore plus de mal. Donc tu vois, il y a vraiment toute cette sphère-là d'éducation thérapeutique sur... en fait, si on a mal, c'est pas parce qu'il y a forcément quelque chose qui va pas bien dans le corps, c'est l'interprétation de ton cerveau. Tu peux être en mouvement, si on le fait de manière progressive, ton corps il va s'adapter et tu vas pouvoir faire des choses. On commence aussi par en fait tester petit à petit. En fait, il y a aussi la notion de progressivité. Il y a beaucoup de gens qui commencent d'un coup à fond, comme on disait tout à l'heure, qui vont faire un mois à fond, qui vont complètement se cramer et derrière qui vont avoir mal partout. Le meilleur moyen de construire une pratique qui est pérenne, c'est d'y aller doucement et de manière progressive. Et donc voilà, l'idée c'est de redonner les clés pour... c'est même pas redonner les clés, c'est juste réapprendre aux gens à utiliser les clés, tu vois. Parce que tout le monde les a déjà, ces clés. Mais voilà, c'est se remettre en mouvement doucement, progressivement, en se rassurant aussi. Tu vois, le meilleur conseil que je dirais, c'est en fait, mets ta musique préf à fond dans le salon et danse. Ouais. Tu vois. Et c'est aussi se reconnecter à ça, comment se poser des questions en mode, bah là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Comment est-ce que je peux me déplacer de manière nouvelle? Quelle manière de me déplacer est-ce que je peux trouver? Quelle manière d'aller attraper le bol en haut du placard est-ce que je peux trouver qui est différente par rapport à d'habitude? Et en fait, l'idée, c'est de tout rendre ludique. Ça peut être s'acheter une balle de tennis, la faire rebondir au sol, la lancer, l'attraper, taper dans ses mains, faire un tour sur soi-même. Enfin, il y a tellement de choses à notre disposition. Voilà, et il y a des gens qui vont réussir à le faire seuls. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être accompagnés. Il y a des gens qui vont avoir besoin de genre 2 ou 3 consignes. Mais vraiment, les deux portes d'entrée principales, c'est vraiment le jeu et la compréhension de soi. Ouais. Voilà. Ouais, et en fait, je dirais, c'est trouver des vraies motivations, entre guillemets, à bouger son corps. Qu'est-ce qui me motive dans le sens, quand je dis motivation, bien sûr, c'est dans le sens, encore une fois, recherche de satisfaction, de plaisir, pourquoi je le fais, en fait. C'est vraiment Ouais. pourquoi je le fais. Je le fais pour moi, je le fais pour mon bien-être. Et Je là, pense que c'est méga ouais, important. c'est l'étape d'avant. C'est même l'étape d'avant de la porte d'entrée. C'est quelle porte est-ce que je choisis de prendre? Mmh. Et moi, je parle beaucoup de motivation, de la comparaison entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Ouais. La motivation extrinsèque, c'est par exemple, tu vas dire à un enfant, bah, si tu finis ton assiette, bah, t'auras ton dessert. Euh, Typiquement, il faut compléter une tâche qui est extérieure à soi. Euh, la motivation intrinsèque, ça va plutôt être, dans un autre contexte, fais tes devoirs parce que t'as envie de comprendre pourquoi est-ce que le prof il t'apprend telle chose ou pourquoi ça vient. La motivation intrinsèque, elle vient de l'intérieur de toi et la motivation extrinsèque, c'est vraiment un critère qui peut être observable extérieur. Donc typiquement la motivation extrinsèque, ce qu'on disait en début d'épisode, les gens qui pratiquent du sport pour voir sur la balance qu'il y a moins 5 kilos. Mais si sur la balance il n'y a pas moins 5 kilos, et ben ils s'arrêtent de pratiquer parce que c'est une motivation extrinsèque. D'accord, ouais. Ouais, c'est vachement bien expliqué. Enfin, merci beaucoup J'essaye. pour tous tes partages, pour tous tes conseils aussi. Et je pense qu'avant toute chose, finalement, c'est sortir aussi des injonctions et des croyances dont on a parlé tout au long de l'épisode, hein, des croyances sur, voilà, comme quoi, bah, une personne grosse, elle doit forcément, faire du sport pour perdre du poids. Elle doit forcément faire perdre du poids, ou cette croyance que, ouais, si tu pas fait, si tu pas transpiré, tu pas vraiment fait du sport, que c'est une case Ouais. à cocher, et cetera. Enfin, on a parlé, hein, de toutes ces injonctions, cette pression, finalement, c'est vraiment sortir de ça, quoi.
Ouais. Avant toute chose, ouais, je Ouais, pense. ouais, ouais. Et puis, il y a vraiment ce truc aussi, quand on parle de motivation intrinsèque et extrinsèque, il y en a qui vont me dire souvent, ouais, mais si je veux perdre du poids, c'est pour moi, donc c'est une motivation intrinsèque. Je lui dis, mais du coup, pourquoi est-ce que tu as envie de perdre du poids? Tu as envie de perdre du poids pour pouvoir réussir à monter mieux les escaliers, descendre mieux les escaliers, être moins essoufflé, etc. etc. Donc elle est là la motivation extrinsèque en fait. Intrinsèque, pardon. Je vais finir par me tromper. C'est qu'est-ce que tu as envie de pouvoir refaire qui va réussir à te motiver à te remettre en mouvement. Mmh. Tu vois, c'est vraiment ça le truc. Moi, j'ai beaucoup d'accompagnés qui me disent bah j'en ai marre d'être essoufflée à chaque fois que je monte et je descends les escaliers. Ok, un Ouais. objectif à atteindre, c'est ne plus être essoufflé comme un bœuf quand tu montes le linge dans ta chambre. Mmh. C'est tout ça qui est important à aller chercher et c'est ces subtilités-là aussi qu'il faut arriver à déemmêler, si je peux le C'est dire comme ça. ça. Et oui, je veux dire, tu vois, c'est intéressant que tu parles de cet exemple, être essoufflé dans les escaliers, Ouais, parce que c'est typiquement, quelque chose que je vois beaucoup des coachs Jean-Michel, et des personnes grossophobes sur les réseaux en général quand, ces personnes viennent, embêter, des personnes grosses sous leurs vidéos, n'est-ce pas? Elles vont souvent aller dire: «Ouais, de toute façon, tu peux pas monter les escaliers sans être essoufflé». Bah, gars, j'ai envie de dire: «Tu sais rien». Et enfin, ça m'a fait penser à ça parce que, ben, tu peux, voilà, tu peux faire du sport, en étant une personne grosse. Tu peux monter des escaliers sans être essoufflé tout en étant une personne grosse. Une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait clashé, en me disant, j'aime pas ce mot clasher, mais bref, j'avais quelqu'un qui m'avait attaqué en disant: «Ouais, je suis sûr que tu peux pas marcher 5 kilomètres sans souffler comme un bœuf». mmh, Heu, bah, en fait, vous en t'en sais savez rien. rien les gars. Et je fais 10 kilomètres avec un gilet lesté, parce que c'est mon kiff et non, Mmh, enfin, c'est fou encore, hein, tous les préjugés qu'il y a et voilà, je pense qu'il faut pas rester, bloqué là-dessus et ouais, ça m'a fait penser à ça en fait et oui, garder comme objectif enfin, si c'est un objectif, de plus être essoufflé et ben go en fait et peu importe, indépendamment du poids en fait. c'est Parce ça. que là, c'est pas la perte de poids qu'il faut voir. Oui, la perte de poids, comme on le disait, peut être un résultat des fois si on fait Mmh, plus de sport, mais au final, c'est pas ça qui t'aura apporté un meilleur cardio, par exemple, être moins essoufflé et cetera, c'est pas c'est forcément ça. ça. C'est l'entraînement, Mmh, et plein d'autres choses plein d'habitudes que vous pouvez mettre en place à côté, quoi. ouais, exactement. C'est un peu le double standard de la grossophobie, c'est-à-dire que en fait, si une personne grosse fait pas de sport, on va lui dire d'aller en faire, mais quand elle en fait, on va lui dire qu'elle en fait pas assez ou pas correctement. Mmh mh. Euh, c'est hyper fatigant. Et tu vois, typiquement, moi, sous beaucoup de mes vidéos, il y a des mecs qui viennent me dire ouais, c'est pas possible, tu peux pas courir plus de 2 kilomètres et tout. Et c'est là que je me dis, mais en fait, est-ce que ces gens, ils regardent vraiment le sport et les personnes qui font du sport, les sportifs professionnels, les athlètes professionnels? Je me dis, c'est quand même ouf parce que dans la sphère du sport professionnel, il y a énormément en fait de diversité corporelle. Mmh. Euh, Là où il y en a très très peu sur les réseaux, ou en tout cas sur les réseaux, cette diversité corporelle-là, elle est beaucoup moins acceptée. Et notamment plus chez les femmes, parce qu'il y a de la misogynie aussi là-dedans, la grossophobie est quand même intrinsèquement misogyne et raciste. Mais chez les femmes, il y a vraiment ce truc de en fait, pas trop musclée, pas trop grosse, faut toujours. Il y a ce truc inhérent de il faut continuer à plaire aux hommes. Mmh. Euh, et en fait, peu importe comment vous le faites, mais surtout, surtout cherchez pas à vous émanciper grâce au sport. Et vous cherchez surtout pas à être plus musclé, parce qu'en fait, vous allez plus plaire, quoi. Et je sais même plus où j'ai commencé ma phrase, mais voilà, c'est ça que j'avais à dire. Tac. Je sais plus non plus, je t'avoue, mais Je sais plus, je sais plus, tu t'as dit quelque chose qui m'a fait penser à ça. Mais j'ai dû partir du double standard de la grossophobie et après c'est je suis ça. partie sur la misogynie Mmh. euh, qui était liée à tout ça. Et vraiment ce truc aussi chez les personnes grosses où on a tu vois, souvent les personnes qui veulent maigrir, elles ont une taille de pantalon à retrouver.
Genre, il faudrait que je re-rentre dans du 38 ou machin. Et en fait, souvent, ces tailles-là, c'est les tailles de quand on était ado, et donc encore Ouais. enfant. Euh, et en fait, en grandissant, on se rend pas compte que la misogynie et la diète culture, comme je disais tout à l'heure, sont tellement venus se glisser entre notre estime de nous et notre rapport au corps, Mm. qu'en fait on pense qu'il faut qu'on re-rentre dans des tailles de quand on était gamine. Et, Mm. euh, et en fait, je voulais parler de tout ça parce que la grossophobie, c'est une oppression systémique, mais c'est aussi une oppression qui est tellement plus agressive envers les femmes. Euh, et il y a tous ces critères un peu de beauté qui sont tellement ancrés dans des critères de beauté d'enfants aussi. Ouais. Voilà. Et oui, et d'où cette obsession du corps très, très svelte, effectivement pas trop musclé, et je trouve que c'est bien, d'avoir des représentations, de regarder, d'autres, sportifs et sportives, que les sportives d'Instagram. Ouais. Effectivement, pour se rappeler aussi que, ben, ouais, il y a plus de diversité corporelle qu'on le croit dans le sport. Mm. Je pense que ça, c'est une des choses qui contribue à avoir une meilleure relation au sport et au corps. Ouais. Et typiquement, moi, c'est pour ça aussi que le rugby, ça m'a beaucoup aidé. C'est qu'il y avait une diversité corporelle. Euh, Bah, en fait, on était toutes. Il y avait des personnes grosses, il y avait des personnes minces. Et on était toutes dans la même équipe, quoi. Et ça m'a vachement fait du bien aussi. Et je me suis sentie vachement plus. Ben. Accueillie. J'étais pas grosse, hein, en vrai, quand j'ai commencé le rugby. Enfin, j'étais beaucoup moins grosse qu'aujourd'hui. Euh, mais ça m'a quand même fait du bien d'être dans un environnement où en fait je savais que l'objectif de ce sport c'était pas de maigrir. Mmh. Voilà. Quel message, toi, t'aimerais faire passer aux personnes grosses qui, voilà, qui nous entendent et qui ont envie de reprendre là une activité physique, qui ont une mauvaise relation au sport? Le truc principal c'est que vous êtes capable en fait. Vous Mmh. êtes, vous êtes tellement capable de plus, vous vous sous-estimez mais tellement. Et moi le truc le plus cool que je trouve dans mon métier c'est que quand je vous donne un exercice à faire et que vous faites les gros yeux en mode ouais mais je serais jamais capable de faire ça et qu'au bout de 5 minutes vous êtes en mode bah en fait j'ai réussi quoi. Oui oui absolument. Et c'est vraiment ce truc là le principal c'est que vous êtes c'est des personnes qui sont tellement capables de plus que ce qu'elles pensent et c'est ce que je kiffe le plus dans mon taf c'est de leur montrer ça et du coup de leur redonner cette confiance en elles là de se dire en fait qu'elles peuvent tester des trucs et réussir. J'adore. Merci beaucoup pour ta bienveillance. Je pense qu'on peut finir sur ces mots, si toi ça te va. Ça me Et va très bien. bien sûr, après, on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur ton site web aussi? Ouais, et ben sur les réseaux, c'est Sacha s'adapte Ouais. coaching, je crois. Oui, ça doit être ça, pardon. L'influenceuse en carton. Et mon site, c'est sachasadapte.com. Voilà, vous pouvez me retrouver là-bas, m'envoyer un petit message si vous avez envie. J'essaie d'être la plus dispo possible, même si j'ai un TDAH et que des fois j'ouvre les messages et j'oublie de répondre. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me relancer. Voilà. Tu proposes des accompagnements individuels, c'est ça? Ouais. Alors j'ai deux grosses manières de travailler. J'ai des accompagnements individuels qui sont soit en visio, soit en autonomie. Donc du coup, quand c'est en autonomie, j'envoie les séances et les personnes font les séances toutes seules et puis après je corrige à distance, etc. Ou en visio. C'est aussi du coaching en visio où on se voit, on fait la séance ensemble et puis voilà. Et je travaille aussi dans le cadre d'un parcours de prise en charge pluridisciplinaire pour personnes grosses. Et là, je fais aussi des consultations individuelles, mais surtout des cours collectifs. Et c'est pareil, il faut aller dans ma bio pour prendre rendez-vous. Et voilà. OK, ouais, je partagerai bien sûr les liens, vous les trouverez donc en description de cet épisode. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci Alizé.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Bien sûr, si vous avez des petites questions, des messages, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Instagram ou autre. On y répondra avec plaisir. Et si vous appréciez mon podcast et mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.